Donc on va continuer par la suite. Alors, il y a un point spécifique dans la RT 2012 qui est le titre 5. En fait, c'est la prise en compte des cas particuliers. Donc, par exemple, si j'ai un système qui n'avait pas été prévu à la base de la RT 2012, c'est logique. Si on est en 2018 par exemple, et que quelqu'un a une super idée d'invention et souhaite la commercialiser et l'intégrer à la RT 2012, de base, elle n'était pas intégrée en 2012. Donc là, il faut laisser une possibilité d'ouverture d'un point de vue réglementaire pour prendre en compte ce nouveau système. Donc ce qu'il faut faire, c'est effectuer une demande de façon à l'intégrer. Donc c'est un dossier à effectuer. D'accord. Et en fait, une fois que cette demande est validée, du coup, on a une possibilité de l'intégrer. D'accord. Donc il y a pour différentes choses, opérations de construction par exemple, s'il y a un nouveau système constructif. Bon. Le point le plus utilisé, ça va être notamment pour des systèmes énergétiques. D'accord. Donc ça, c'est quand même plus courant qu'il y en ait quelques nouvelles, voilà, des nouvelles, soit au niveau recherche et développement, donc de nouvelles avancées, ou carrément des nouveaux systèmes qui arrivent à intégrer. Donc je prends par exemple ici les systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eau grise. Okay. Quand vous prenez votre douche, vous envoyez de l'eau à 35 degrés, je sais pas, quelque chose comme ça. Cette eau, elle part directement aux égouts. Donc c'est dommage de la laisser partir comme ça, sans avoir récupéré sa chaleur, puisque la chaleur, elle ne se salit pas. Donc on peut toujours la récupérer. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque vous reprenez votre douche ici, hop, ça coule, et bien en fait, l'air neuf, l'eau propre qui arrive, hop, vient passer dans un échangeur, hop, pendant que ça tire, et ensuite, on va avoir donc un stockage de cette chaleur pour préchauffer en fait l'eau avant d'arriver à la chaudière. D'accord. Donc ça permet aussi de récupérer un petit peu d'énergie. Et ce genre de système-là, par exemple, n'était pas du tout intégré à l'RT 2012. Donc il a fallu effectuer un titre 5. Donc c'est dommage que quand je suis en amphi, je vous montre, je fais passer un exemple de titre 5, notamment celui-là. Mais voilà, donc il suffit de faire un dossier et après, ça va s'intégrer sous la forme d'une feuille de calcul à remplir. Voilà, donc ici c'est la feuille de calcul type pour ce système-là. Donc ici, si on remplit bien la feuille de calcul, on va retrouver une économie de 3,11 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et en fait, ce qu'il faudra juste faire, c'est rentrer cette valeur, l'économie ici, dans le logiciel de calcul. Donc pour Pléiade, pour nous, et c'est pris en compte comme ça. Donc ça, c'est la première façon de le prendre en compte. C'est un système pré-post-traitement qu'ils appellent ça. Donc voilà, c'est pas un couplage direct. On peut avoir un autre système, donc ça c'est le résultat encore final sur le CEP par contre, de système donc toujours de récupération sur grise, donc voilà un peu ce que ça peut donner. Bon, il n'y a pas grand chose à ajouter. Mais par contre, voilà, on peut avoir un autre système, donc avec un système type extension dynamique, où là on va créer un fichier, je sais plus, un fichier, voilà, une forme DLL qui va s'intégrer directement au logiciel, et avec les mises à jour du logiciel, on pourra l'intégrer tout de suite. Donc là, il y a cette pompe à chaleur ici, donc, que j'avais trouvé, qui a intégré ce genre de système, extension dynamique. Cette pompe à chaleur, bon, je l'ai prise, c'était assez marrant parce qu'elle a son propre compte Twitter, donc vous pouvez aller voir, c'est la Factor 7, voilà. Et voilà, c'est un système assez complexe. Voilà, c'est aussi sur de la récupération un peu d'eau grise, où on va avoir le système pompe à chaleur ici qui va récupérer la chaleur en eau grise. Donc c'est pour vraiment un autre type de bâtiment. Là, on est plutôt sur des tours qui vont utiliser ça. C'est des gros volumes, là, des gros systèmes énergétiques. Ensuite, la chaleur, elle est réintégrée ici dans un système de stockage. Ok. Et ensuite, à partir de ce système de stockage-là, on la renvoie
dans le bâtiment à travers une boucle d'eau chaude. Ce qui est important ici, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est d'un point de vue, parce qu'on fait souvent, nous, beaucoup que du bâtiment, que de la maison individuelle. Mais quand on a des bâtiments déjà collectifs ou d'autres bâtiments beaucoup plus gros, type des collèges, des choses comme ça, on ne peut pas envoyer directement l'eau chaude sanitaire en direct après la chaudière. C'est pas possible. Parce que là, du coup, on va se retrouver avec des longueurs de tuyauterie importantes, avec un volume d'eau stocké important. Alors d'une, on va perdre de la chaleur, mais bon, si c'était que ça encore, ça ira à peu près. Mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir des problématiques au niveau légionellose. D'accord? Donc ce qu'on fait, la technique, c'est, vous retrouverez ça dans tous les bâtiments assez importants, c'est de créer une boucle d'eau chaude, ici, hop, qui va créer un mouvement perpétuel au sein donc du système d'eau chaude sanitaire. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir de l'eau chaude donc à 40-45 degrés sous forme statique. Donc là, c'est là qu'on a des gros risques de légionellose. Donc l'idée, c'est d'avoir une boucle d'eau chaude déjà de façon à tirer ce côté statique. Donc là, on aura de l'eau en dynamique. Et normalement, si on atteint une certaine température, c'est pour ça qu'on monte à au moins 50-55 degrés même, je dirais. Alors que nous, quand on tire de l'eau chaude, elle est plutôt l'ordre de grandeur de 35 degrés, 37 quoi. 37 c'est bien. Au-delà, on se brûle quoi. Mais on est obligé de faire monter l'eau à une certaine température pour éviter justement cette problématique de légionellose quoi. Donc si l'eau elle est bien chaude et en mouvement, normalement on évite ces risques. D'où un système de boucle d'eau chaude ici. D'accord? Donc tout ce système-là de pompe à chaleur a fait l'objet donc d'une extension dynamique, donc d'un titre 5, puisqu'elle n'existait pas non plus en 2012, donc du coup il a fallu ajouter ce système-là à la réglementation. D'accord? Donc on peut retrouver d'autres parties encore ici hein, pour les réseaux de chaleur. Si vous avez un nouveau réseau de chaleur qui se crée, bon et bien là vous pouvez demander également un titre 5 en renseignant bien toutes les caractéristiques du réseau de chaleur. D'accord? Mais vous, a priori, en direct, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne plus directement, c'est surtout ça. Si vous tombez sur un titre 5, avec, donc, comme je disais là, par exemple ce type-là, où là, il va falloir remplir une fiche. D'accord? Voilà, donc c'est surtout ça qui peut vous embêter. Donc voilà, je le présente, parce qu'il faut savoir quand même ce que c'est. Mais bon, dans la majorité des cas, vous n'avez pas affaire à ça. Ok? Voilà, donc là, je vais vous faire quelques exemples en RT9. Voilà, donc on peut regarder une première maison en individuel qui se situe du côté de Cholet, donc c'est certifié BBC Finergie, 72 mètres carrés au niveau du bâtiment, voilà, hein, c'est une maison individuelle, je n'ai pas tous les caractéristiques, mais bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, c'est de la maison tout à fait classique. Hop, si on regarde un petit peu, on va avoir un R de 4,58, donc R de 5, c'est ce qu'il faut à peu près avoir en tête pour du RT 2012. Si on passe sur du passif, on va plutôt aller tourner aux alentours de 10. D'accord? En toiture, on a un R de 9, donc souvent on est surisolé en toiture. Hein. Pareil, plancher, on retrouve un R de 5. Le U de la fenêtre, 1,52. Surface vitrée, donc on est à 18,68, donc là à mon avis on passe juste sur les 1/6. Et au niveau de Q4, on est à 0,54. Donc la valeur maxi étant 0,6. Donc on passe, voilà, on est juste aussi. Et ratio pont thermique, c'était l'autre critère, on est à 0,8 pour 0,28. Donc voilà, c'est pas une maison ultra performante, mais bon, c'est quand même déjà beaucoup mieux par rapport à une maison type année 90. Quoi. Hop, système, donc on a un poêle à granulés et on a un petit peu aussi de chauffage électrique, d'accord? Ventilation double flux avec efficacité à 90%. Alors attention à cette valeur. Hein, ça dépend de la façon dont on calcule notre efficacité. 90% c'est beaucoup. Hein, donc, voilà. Et ECS, donc c'était une pompe à chaleur extérieure eau avec un COP de 2,89. D'accord, donc on respecte bien la consigne qui est d'avoir un COP supérieur à 2. Okay. Donc voilà le système, hein, pompe à chaleur ici
intégré avec un échangeur extérieur cette fois, soit en direct comme ça, soit on peut aller chercher aussi ce type de choses où on vient directement en fait absorber, enfin, faire circuler l'air extérieur tout de suite dedans notre système. Ok. Hop, voilà. Alors niveau des résultats, ce type de maison, un BBO de 61 pour 72, donc on est bon. Un TIC de 27,8 pour 32,5, donc on est bon aussi. Et surtout donc un CEP de 77 pour 77,2, donc on est juste. Hein. Mais on est bon. Voilà. Si on regarde les ratios, donc comme je vous disais tout à l'heure, au niveau consommation de chauffage, on va être à 34 kWh par mètre carré par an. D'accord. ECS, c'est toujours le deuxième poste en moyenne. Notamment, ici, on arrive à 26. Et ensuite, dans l'ordre, on trouve soit l'un, soit l'autre. Donc là, la VMC double flux qui prend beaucoup d'énergie, ici, est à 11,80. Et l'éclairage, on passe à 4. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier exemple. Hop. Maintenant, on a un deuxième exemple qui est intéressant par rapport à l'autre, puisqu'elle passe en chauffage électrique. On avait vu au tout début, dans le cours 1, que dès qu'on passait à du chauffage électrique, on avait le facteur de conversion de 2,58 qui était extrêmement pénalisant pour notre calcul. Donc ce qu'on va voir là, c'est que c'est possible de faire tout en chauffage électrique. Par contre, vous allez voir qu'au niveau de la conception initiale, on va avoir de sérieux efforts à faire. Donc là, c'est une maison du même type un petit peu que l'autre avant, hein, à peu près le même type de surface. On a 100 mètres carrés, l'autre faisait 77. On est, voilà, le climat c'est bon, à peu près le même, hein, ici entre Cholet tout à l'heure et ici la Normandie. Je pense que c'est la Normandie, mais je suis pas sûr. Je connais pas bien la limite en fait. Bon bref, c'est pas grave. On a le même type. Donc là, ça c'est les valeurs en noir de notre maison. Et ça, c'était les valeurs de la maison d'avant. D'accord. Donc vous voyez que là, il y a un effort qui est fait d'un point de vue isolant. Donc mur extérieur, on est à 7,87 pour un R de 4,58 avant. Là, on est dans le même ordre de grandeur pour la toiture, parce que de toute façon, arriver aux alentours de 10, c'est quand même difficile d'aller faire plus fort. Là, on isole avec 46 cm de laine de verre quand même. Donc ça commence à être costaud. D'accord. Donc après, aller plus loin, ça ne sert plus à grand chose. On a déjà atteint la limite. Au niveau du plancher, pareil, on passe de 5 à 8 et quelques. Hein. C'est le même ordre de grandeur un petit peu que pour les murs extérieurs. Au niveau des fenêtres, donc là on est à 1,21 pour 1,52 avant. Donc là, rupture de pont thermique. Donc c'est toujours du double vitrage. Ils auraient pu passer en triple. Mais voilà, surface vitrée, on a toujours la même. En fait, là, quand on arrive à 17-18%, c'est-à-dire qu'on est à la limite en fait d'un sixième, quand on est juste au niveau du critère. Alors là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Q4, on va avoir une valeur de 0,23, alors que tout à l'heure, on était à 0,54. Donc là, il y a un vrai effort qui a été fait au niveau du Q4. Au niveau de l'étanchéité, là, on commence à être assez sérieux. Voilà. Et pareil, ratio pont thermique, tout à l'heure, on était à 0,2. Je vous rappelle, à la limite, c'est 0,28. Et là, on a un ratio psy de 0,07. Ça veut dire que là, tous les ponts thermiques sont traités. D'accord. Donc là, très certainement, on va avoir de l'isolant. Voilà, il y a deux couches, donc une partie croisée en extérieur, à mon avis, pour ce type de bâtiment. Vous vous souvenez qu'on avait fait les calculs de pont thermique. Dès qu'on mettait de l'isolant en extérieur, on ne supprime pas les ponts thermiques. Ça, c'est pas possible. Par contre, on vient fortement diminuer sa valeur. Ok, donc là, au niveau de la conception enveloppe, on se rapproche presque d'une conception passive, en fait. D'accord. Mais après, voilà, il a certainement dû falloir faire ça pour ce bâtiment-là, si on voulait passer au chauffage électrique, puisque là, elle n'est équipée que de ça. Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Ce sont des exemples que j'ai retrouvés sur un site, rt2012.fr, il y a pas mal d'exemples. Voilà, et ventilation simple flux hydro-réglable. Et pareil, là, ils ont mis une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire. D'accord, mais on passe tout en effet jour. Alors, vous allez voir qu'au niveau BBO, là, on va être très bon. Forcément, avec notre conception là quasiment passive, on passe super bien. TIC aussi, on est bon. Par contre, au niveau consommation, le fait d'avoir mis de l'électricité, forcément, la consommation de chauffage, elle
vient exploser, quoi. Hein, donc on est à 63 pour 65, on est juste, mais c'est bien parce qu'on a des besoins de chauffage qui sont très bas. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est deux exemples que j'ai trouvé assez intéressants. Juste un petit écart, une petite explication par rapport. Alors oui, j'avais un autre exemple avant, je faisais 3 exemples, mais finalement je trouvais que c'était peut-être un peu lourd. Voilà, donc j'ai deux exemples en fait en VMC simple flux. C'est l'exemple 2 et 3, donc c'est bien l'exemple 2, c'est le même que vous avez vu, hein, avec la maison en chauffage électrique. Et j'avais un troisième exemple qui était pour du collectif, mais on retrouve exactement les mêmes ordres de grandeur, donc bon, ça sert à rien d'insister, je trouvais, là-dessus. Voilà. Et là, dans l'exemple numéro 1, on a le problème de la VMC double flux qui va passer à une consommation, hein, donc là c'est le CEP VMC qui passe à 11,8 pour 1,8 et 1,5. Alors il faut savoir qu'au niveau RT 2012, la VMC double flux est très pénalisée. D'une part, c'est qu'on va doubler les consommations puisqu'on double les ventilateurs, mais ça n'explique pas, hein, si on doublait simplement notre consommation ici, on arriverait à une valeur de 3,4, quoi, hein, d'accord, par rapport aux deux autres. Donc le 11,8, il est quand même 10 fois plus en fait que cette valeur de 3,4 qu'on devrait atteindre. Alors ce qui se passe également, c'est que lorsqu'on met une VMC simple flux, par défaut, on va choisir, dans la plupart des cas, une VMC hygroréglable. Alors que quand on passe en double flux, on n'a pas cette option-là. D'accord? Ça veut dire que donc, la VMC simple flux va s'arrêter, en gros, où elle va être en régime réduit, 22 heures sur 24. D'accord? Par contre, si on place en VMC double flux, on n'a pas cette possibilité de scénario hygro. Ben, du coup, on va être à 100% sur toute la journée. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a ces explosions au niveau des consommations et qui rend en fait une installation des VMC double flux très défavorable dans le cas de la RT 2012. D'accord? Donc ça, c'est bon à savoir. Par contre, si on regarde les ordres de grandeur des autres, hein, chauffage, on est toujours à peu près à 34, 35, ECS toujours, c'est le deuxième poste. Éclairage, bah, toujours à une valeur de 4, quelque chose comme ça, hein. Ce qui peut changer, voilà, globalement c'est ça. Voilà, fin de la partie 3, je vous invite à passer à la partie 4.